Ravi de vous retrouver nombreux pour ouvrir une nouvelle page d'histoire. Mesdames et messieurs, recevez nos vives salutations. Force publique hier, forces armées de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Notre armée a réussi à travers les temps à inscrire son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire, tant au niveau national qu'international. La cité des anciens combattants, dans la commune de Ngaliema, le rond-point force publique et la salle des anciens combattants, dans la commune de Kassavubu, ainsi que la dénomination des avenues et directions de quelques communes de la capitale, notamment l'avenue Victoire, l'avenue Kato, Mayenge, Kigoma, ainsi que la direction Sayo, Birmanie, Assosa, demeure le repère éloquent de la bravoure des anciens combattants lors de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons parler de la force publique et l'indépendance avec le professeur Pamphile Mabiala, spécialiste en histoire militaire de la République démocratique du Congo. Il est historien et anthropologue congolais. Merci, professeur Pamphile Mabiala Mantouba, d'accepter notre invitation pour parler de la force publique. Mais nous allons en parler sérieusement parce que bon, c'est notre histoire et cette histoire doit être connue de tout le monde. C'est une histoire, à mon avis, qui est maintenant recherchée. Surtout, nous sommes un pays en guerre, en fait. Donc, on a besoin d'une éducation civique appropriée en pareilles circonstances. Ok, professeur Pamphile Mabiala, que peut-on dire de l'évolution de la mission de la force publique avant la guerre mondiale, après la guerre mondiale, jusqu'à l'indépendance de la République démocratique du Congo? Donc, l'histoire, c'est une évolution par étapes. Voilà. Par étapes, ça veut dire que les périodes de temps se succèdent, des séquences de temps, des morceaux de temps, des parties de temps se succèdent dans le temps. Ces parties se succèdent les unes aux autres. Alors, le temps de l'État indépendant du Congo, entre 1885 et 1908, la mission première de la force publique, c'était MROP, maintien et rétablissement de l'ordre public, MELOP, comme on dit en bon lingala, des soldats. La force publique était d'abord chargée de la protection des ressortissants étrangers. Donc les dominants, il fallait les protéger, de la répression des indigènes, donc l'exécution des décisions de la justice. Donc quand vous avez condamné à la justice ou bien qu'on vous avez commis un forfait, il appartenait à la force publique de venir vous chercher, vous amener devant la loi. Et garder les il y a eu des polices d'entreprise, police industrielle. Et comme le comité spécial du Katanga, par exemple, avait des troupes spéciales, troupes du Katanga, c'était les troupes qui étaient les mieux équipées par rapport aux autres. Donc la mission de la force publique pendant le temps indépendant du Congo, qui a duré de 1885 à 1908, au 15 novembre 1908, la date de la cession du Congo à la Belgique, c'est une mission de maintien de l'ordre public, mais surtout de protection des intérêts et des biens des ressortissants étrangers. Après avoir participé à la Première Guerre mondiale, qu'on appelle la Grande Guerre, de 1914 à 1918, cette mission a changé. Parce que dans l'armée, c'était des policiers, en fait, qui étaient partis à la Première Guerre mondiale. On a eu des victoires dont vous avez parlé avec les noms des lieux et les noms d'objectifs militaires qu'on avait atteints. Alors, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, on a constaté qu'il faut réformer l'armée, en dotant l'armée de nouvelles missions. La force publique, maintenant, était chargée, d'une part, des missions de défense, des missions de police et des missions de surveillance générale, sûreté générale. Sûreté générale, ça veut dire que pour la mission de police, c'est troupes TST, troupes en service territorial. C'est des gens de compagnies de police mises à la disposition des administrateurs des territoires pour veiller à l'ordre public, à la tranquillité publique, à la salubrité publique. Ça, c'est des troupes TST, troupes en service territorial.
Mais puisque la guerre a démontré qu'un pays ne peut pas vivre sans armée, et que même si vous êtes déclaré la neutralité, on dit que nous, on ne se battra jamais, on vous attaque quand même, on a créé aussi ce qu'on a appelé les troupes campées. Troupes qui sont campées avec blindés, des formations militaires modernes, pour se battre en cas de nécessité. Ce n'est pas pour avoir des ennemis tout autour de soi, mais au moins se battre, ils se préparent à la guerre. Ce sont les troupes qu'on a appelées troupes campées. Alors, troisième mission, après en 1919, le 10 mai 1919, là, on a ajouté une troisième mission, surveillance générale. Ça signifie que les populations, pour des raisons religieuses, pour des raisons de sexe, pour des croyances religieuses, ont tendance à désobéir aux lois. Les populations ont tendance à agresser parfois même d'autres personnes. Alors on a dit qu'il faut une police de surveillance, mission de sûreté générale, sûreté d'État, c'est surveiller les citoyens, surtout dans les sectes. Parce que les sectes, bon, c'est des groupes religieux, spirituels, si vous voulez, mais en même temps désobéissants, qui paient la désobéissance, il ne faut pas payer l'impôt. Parce que nous, on croit à telle spiritualité, on ne paye pas d'impôts, on n'obéit pas au chef. La sûreté générale, cette mission, c'est une mission qui a commencé à se développer après la Première Guerre mondiale. Mais ce n'était pas un service à part encore, c'était encore la S2, section 2 de l'état-major de la force publique dans toutes les provinces au détachement. Donc une mission de sûreté générale. Après la Deuxième Guerre mondiale maintenant, la force publique a participé de 1940 à 1945 à la Deuxième Guerre mondiale, conflit mondial encore. Et vous avez parlé de Sayo, Gambela, Assosa, Laborté, Birmanie, tout ça, des endroits où la force publique de diverses manières a participé à la guerre aux côtés des Alliés ou un hôpital militaire de campagne, un hôpital belge de campagne, comme on a appelé ça. Alors, les missions après la Deuxième Guerre mondiale restent la mission de défense, troupes en service, troupes campées, mission de police, troupes en service territorial et sûreté générale. Alors, vers 1947, ces missions, on a dit la sûreté ne peut pas être une section seulement S2, section 2, de l'état-major de l'armée. Il faut un service spécialisé avec des gens qui s'occupent de la sécurité générale parce que après la guerre, l'esprit des gens va commencer à changer. Ils désobéissent plus, ils se font violence entre eux. Il y a des conflits interethniques dans les Manyanga, dans Rutshuru, Ubuntu. Donc tout ça après la participation des anciens combattants. Et puis les démobilisés, ceux qui venaient du front, qui ont été au Nigeria, campagne du Nigeria, ceux qui étaient en Abyssinie, en Éthiopie et au Madagascar, ceux qui étaient au Moyen-Orient, Birmanie, tout ça, quand ils rentrent, on les démobilisait, non? Ils n'étaient plus militaires, on les mettait dans des camps de Basila Sanza, des gens qui sont retraités, si vous voulez, de l'armée, mais on ne vous met pas chez vous, si vous essayez d'aller soulever les villageois, on vous met en bordure de la ville, des endroits où on peut encore vous contrôler de près. Souvent, ces gens qui étaient des anciens de l'armée, bon, c'était des mécontents. Ils disaient, mais nous avons été loin, c'était mieux, maintenant on recommence nos conditions mauvaises. Donc, on les surveillait de manière spéciale. Même les indicateurs, les informateurs de la sûreté d'État, c'était des anciens militaires, la plupart des démobilisés. Hein. Basila Sanza, donc, fin terme, soldats fin terme. Donc, les démobilisés, on les appelait Basila Sanza. Voilà, c'est fin terme. Mécontentement, pourquoi? Parce que quand ils sont allés en campagne d'Abyssinie, à Éthiopie, hein, voilà. Ils ont battu à Sosa, Sayo, Laborté, si vous voulez. Ils sont allés en campagne, hôpital belge de campagne Madagascar, donc un hôpital militaire avec des assistants qu'on a recrutés vite à la veille. Des assistants médicaux. Ils sont devenus militaires. Et alors, on amène tous ces gens-là. Alors, ils vont au Madagascar. Bon, les assistants médicaux, partout il y avait des alliés, ça veut dire des gens qui combattaient pour l'Alliance. Ces gens-là, quand ils tombaient malades, c'était bateau-là, hôpital HBC, hôpital belge de campagne, un hôpital mobile, hein, qui soignait indistinctement, que vous soyez blanc ou noir, asiatique, c'était des Congolais,
assistants médicaux qu'on a pris à Bandaka, partout où ils étaient. Et on les a transformés en soldats et ils sont allés soigner des gens de toutes les races du monde. Donc voilà. Et certains d'entre eux sont rentrés comme Pierre Canon, oui. Bourgmestre, c'est devenu bourgmestre de Saint-Jean. Bon. Et à la fin de la guerre, la plupart des gens, Lundula, Victor Lundula, Likasi, bourgmestre, donc les gens qui, après l'indépendance, acquièrent des fonctions parfois administratives, parfois oui. Des responsabilités communales. Ils étaient mécontents. Pourquoi? Parce que pendant la guerre d'abord, et les soldats ont constaté que mais ces blancs-là, ils pleurent quand ils ont faim. Hein. C'est qu'on a Chakula, pas qu'un film. Donc, les blancs, quand ils étaient en détresse, ils étaient libérés, si vous voulez. Sauvés souvent par des officiers courageux. Parfois, les soldats de la force publique avaient sa jambe fusillée, mais ils se mettaient à sauver la peau, la vie d'un Belge, officier belge, au front, pour qu'ils ne meurent pas. Alors, à la fin de la guerre, ils étaient décorés. Cités à l'ordre du jour de la cérémonie, donc pendant la paix de l'après-midi ou la paix du matin, on vous appelle Caporal Sergent Mabiala. Donc, ils étaient des hommes très braves. Hein? Très braves et courageux, et les Belges étaient étonnés qu'ils ne faisaient jamais du mal à leurs officiers. Beaucoup, même blessés, ils se sont battus pour sauver la vie à leurs officiers belges. Et ils étaient bien disciplinés aussi. Et disciplinés malgré les conditions qui étaient dures. Parfois, marcher à pied. Deuxième guerre mondiale, il y avait déjà des chaussures. La Première guerre mondiale, ils étaient pieds nus. 900 km à pied, pieds nus. Deuxième guerre, ils étaient déjà chaussés. Et ces gens-là, on leur a dit, voilà, quand nous rentrerons au Congo, donc, vous aurez des maisons en étage. Okay. Vous aurez des grands salaires. Et bon, mais quand on rentre dans les pays d'origine, rien de tout cela. C'était la promesse qu'ils ont dû faire aux anciens Congolais. Oui. Alors les maintenant, soldats congolais. Tous ces gens-là qui étaient au front, ils disent, c'est des salauds en fait, ces Belges-là. Ils promettent et ils ne réalisent pas. Pourtant, nous avons été avec les Anglais, les soldats sont mieux équipés, mieux vêtus, mieux chaussés que nous, qui sont propres. Et nous, c'est bon, à peu près. Donc, ils commencent à faire des comparaisons avec celles des autres, des puissances françaises, des puissances américaines, sud-africaines ou anglaises. Professeur Pamphile Mabiala, oui. Après la participation des anciens combattants aux deux guerres mondiales, quelles images avaient-ils d'eux-mêmes et aussi de leur chef belge? D'abord, ils disaient que nous sommes pas les en fait, nous sommes des braves types. Pendant la Première Guerre mondiale, on n'a jamais perdu, en fait. Oui. À l'époque coloniale, on n'a perdu aucune guerre. C'est une armée qui n'a perdu aucune guerre. C'était une armée invincible. Voilà. Alors maintenant, donc, ils ont dit, de toute façon, nous avons même les Blancs qui nous commandent, on les a sauvés, ils pleuraient de faim, ils pleuraient, ils voyaient la mort venir, nous avons sauvés. Donc, nous sommes des braves types. Et cette bravoure a été reconnue. À Tabora, un militaire en danger qui va secourir un officier supérieur belge. Ça touchait beaucoup les officiers supérieurs belges, montraient qu'ils sont fidèles, loyaux à leur commandement, parce que la psychologie du soldat veut que les soldats se reconnaissent dans son chef, qu'il ait confiance au chef, et qu'il ne fasse pas du mal, et que le chef aussi reconnaisse les mérites de ses troupes et de ses hommes de troupes, qu'il ait confiance et qu'il les mette dans des conditions de guerre. Alors, mise en condition de vie, emploi de troupes. Quand vous allez au front, les moyens que vous devez utiliser pour combattre doivent être appropriés au danger qui se trouve devant vous. Et donc, il faut bien l'emploi, il est tactique, et c'est un emploi tactique et stratégique. Comment il faut avoir l'équipement militaire qu'il faut pour bien se défendre et combattre au front. Si vous n'avez pas que des mauvaises choses, vous serez ferme. En tout cas, à l'époque coloniale, c'était bien clair que c'était comme ça. Image de fierté personnelle. Dire que, bon, Poso Moïndo, l'homme noir, là, est un homme fort et courageux. Et qu'on peut compter sur lui. Pendant la Première Guerre mondiale, des Congolais en Belgique, comme Paul Panda Fardinand, se sont présentés volontairement. Pour aller combattre aux côtés des Belges qui étaient occupés par les Allemands. Et Panda Fardinand est allé à Soltau, en Allemagne, emprisonné par les Allemands, il les fit libérer après. Donc les Congolais, ils sont volontaristes.
En période de guerre, on peut compter sur eux. Oui. C'est des gens qui, si vous les mettez en condition correctement et vous leur donnez les moyens d'emploi des forces, ils peuvent vous faire des merveilles. Et moi, j'ai toujours cru que même au temps présent, il en sera toujours Et ainsi. nous croyons aussi à cela. Je Et pour pense, cela, hein. nous encourageons toujours nos Mais forces. donc, il faut fiabiliser le soldat Oui. dans la mise en condition de lui-même et de ses dépendants, les membres de famille. C'est pourquoi il existe même un service d'action civique et d'action sociale de l'armée pour répondre à cette attente, qui est une attente de un soldat bien nourri, bien équipé, bien soigné et tout ça. Il devient courageux au front et pas fatigué au front. De 1945 à 1960, quel était l'apport de la force publique en République D'abord, démocratique du Congo? sachez que l'effort de guerre économique dont je parle là, par exemple à l'Équateur, ça a commencé en 1942. 120 jours par an, il faut travailler pour l'État, ça va? Oui. Pour des fins de guerre. Ça continuait jusqu'en 1947. Ok. Malgré la fin de la guerre, on a continué à pomper, obliger les villageois à produire. Alors, en 1947, on a créé une sûreté d'État, autonome. Okay. Bon, aujourd'hui, c'est le service de renseignement. Police, qui ne dépendait plus, qui était branche de la force publique, maintenant, ça devient un service à part, mais collaborant étroitement avec la force publique. Donc, sûreté d'État pour surveiller. Donc, avec les bulletins d'information, bulletins de... Déjà en 1947, on retrouve la police. La police reste, gendarmerie, police reste, mais il y a une sûreté à part, qui est un service autonome à partir de 1947, structuré pour accompagner, parce que à partir de la fin de la guerre, il y a beaucoup de soulèvements, de conflits interethniques, par exemple, dans les Maniangas, comme toujours. Hein. Dans les Maniangas, comme toujours, donc ça a été avant aussi. C'est pas maintenant seulement, depuis ce temps-là, il y a des conflits dans le nord, sud Kivu, des conflits au Katanga, tout ce quoi où Quand vous dites ça a été, donc là, on revoit encore les Maniangas avec les Makessa, tout ça. Ok, c'est bon, merci, allons-y. Donc, il y a beaucoup de conflits. La force publique est appelée à faire à des opérations qu'on appelle promenade militaire. En cas de trouble important, on fait la promenade militaire. Donc quand on arrive, on attrape la poule, on attrape la chèvre, on prend les hommes, on s'en va, on est fou, on fouette, on tape, on tire, et parfois... et donc c'est ça la promenade militaire. Alors, et puis, par exemple, le 4 janvier 1959, opération trouble. Quand ça déborde, on fait venir même les blindés de Mbazangungu, des petites villes de Mbazangungu, pour apporter comme force complémentaire. Parce que même aujourd'hui, si la police est dépassée, en complémentarité, on fait intervenir l'armée pour calmer une situation. C'est prévu comme la complémentarité interforce à ce moment-là. Alors, donc la force publique à l'époque, c'est une force publique à côté de la sûreté générale. La sûreté générale donne des renseignements. Il y a telle situation, attention, faites. Souvent on ne les écoute pas, on dit, allez, ils racontent des blagues. Et quand ça arrive, on vous avait dit que vous ne suivez pas, nous, on vous a donné des renseignements. Donc, les rapports secrets de la sûreté coloniale des livres comme ça. Hein. Les archives de la sûreté coloniale. Donc, les délinquants, on vous verbalise. Déjà du temps de Simon Kimbangu là, on a verbalisé beaucoup de meneurs et les mauvaises têtes là. On les envoyait à Oshwe, Kapanga. Donc, cette sûreté a continué son travail. Après l'indépendance, Kisangani, partout il y avait des poches de troubles, Lubuntu, dans le Kivu, tout ça. Partout il y a des troubles, on intervient, les services de renseignement donnent des renseignements, suivent des gens même dans la forêt, s'ils se réunissent comme secte dans la forêt, les services de renseignement. Bukavu, au bord du lac, il y avait un bureau de renseignement pour surveiller les mouvements des gens qui viennent par les lacs. Donc, le service de renseignement commence à prendre le corps en 1947. En 1949, maintenant, dans le monde, il y a un grand événement qui arrive, c'est la création de l'OTAN. Okay. L'OTAN. En 1949. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Atlantique Nord pour défendre les intérêts de l'Occident, donc Amérique et les pays occidentaux, contre les pactes de Varsovie, les pays de l'Europe de l'Est qui étaient communistes, parce que nous avons un rapport de force entre capitalistes et communistes. Alors, maintenant, dans le cadre de cet accord de 1949, là, on décide que
le Congo soit protégé de manière spéciale. Comment ça? Parce que le Congo regarde des ressources stratégiques. Les coltans dont nous parlons beaucoup étaient exploités pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Américains. Tu vois les avions qui allaient du Katanga vers New York en 1942, ça a emporté beaucoup d'avions de coltans d'uranium, wolfram, cobalt, toutes ces affaires-là. Nous nous étonnons seulement maintenant que c'était ici, mais c'est depuis ce temps-là des avions spéciaux. En 1944, il y a eu un accord tripartite entre la Grande-Bretagne, l'Angleterre et les États-Unis. On a dit l'uranium du Congo là. Ben, si vous êtes chef au Congo, ne l'utilisez pas comme vous voulez. Il n'y a que nous trois qui décidons de l'utilisation de l'uranium du Congo. Donc ça ne s'épuise pas depuis lors. Ça ne s'épuise pas, franchement. Donc les trois puissances décident du sort de l'uranium du Congo. Ah, ce sont nos ressources, à nous, on s'en fout. Vous vous foutez, on se fout de vous. Donc il faut faire attention pour qu'on ne se foute pas de vous quand vous vous foutez des accords comme ça. Les accords en 1944, on a dit 10 ans. Pendant 10 ans. Les ressources d'uranium du Congo ne seront pas vendues entières, c'est parti, sans accord de nous trois. Imaginez que vous désobéissez, la suite c'est laquelle? Ça, c'est avec l'OTAN. Voilà. Donc l'OTAN a mis le Congo sous sa protection. Atlantique Sud, à l'époque de Mobutu, l'Atlantique Sud, le Mobutu était le seul pays capitaliste, tout autour, Congo-Brazza, comme socialiste. Angola, socialiste. Zambie, Tanzanie, socialiste. Il était entouré de socialisants. Mobutu, c'était un bouclier. Alors, il en a profité aussi. Il en a profité. C'est comme ça qu'il faisait. Si on les provoquait, il dit, je vais en Chine ou en Roumanie, il menaçait de s'enfuir. On lui donnait tout ce qu'il voulait avoir. Donc, le système occidental de l'OTAN a soutenu Mobutu et sa dictature. C'était normal. On dit, c'est bon, il faut un pouvoir fort dans un pays comme le nôtre. Bon, maintenant, quand ça ne va pas, on dit qu'il n'y a pas de démocratie. Mais ils disent, mais c'est vous-même qui nous avez dit qu'il y a des ordres au Congo. Mettez de l'ordre là-dedans. Mais de l'ordre, c'est taper, puissance dure, frapper, contraindre, dicter, et donner des injonctions. Et c'est des choses comme ça. Donc en 1949, le Congo devient sous protection de l'OTAN. Depuis lors, nous devons le savoir. En 1950, c'est l'agence de l'énergie atomique dans le monde. Donc on évalue les risques atomiques, les guerres atomiques, et le Congo en 1950, l'agence de l'énergie atomique. Donc il faut faire attention à ces pactes-là parce que ça commence à barder. Alors en 1953 maintenant, parce que le temps, je crois que ça court toujours, hein. En 1953, on a décidé de construire 2 bases militaires dans notre pays. À Kamina. Oui, on construit 2 bases militaires à Kamina. Baka. Base de Kamina, ça s'appelle. Baka. On construit là, là-bas. Nous sommes dans le Haut-Lomani. Bon. Baka. Baka, ça veut dire base de Kamina. La base de Kamina a été construite pas pour vous, mais pour l'intérêt des Belges. Au cas où il y aurait une 3e guerre mondiale. 3e guerre mondiale, n'est-ce pas? Okay. La base de Kamina servirait de base retranchée de l'OTAN. J'ai parlé de l'OTAN, c'est pas pour rien. Oui, vous avez parlé de l'OTAN en 1949. Oui, nous sommes sous la protection de l'OTAN. Donc, nous sommes en 1953. En 1953, on dit, en cas de 3e guerre mondiale, 1re guerre mondiale, la Belgique était neutre, elle a été attaquée, non? Malgré elle. 2e guerre mondiale, la Belgique était neutre, normalement on n'attaque pas, on l'a attaqué, et j'ai passé à la guerre. Prochainement, à la prochaine guerre mondiale, s'il y a encore guerre mondiale, c'est curieux d'arriver avec ce qui se passe en Europe, l'Ukraine et la Russie, j'espère que ça n'arrivera pas encore. Hein. Okay. Bon, eh bien, espérons-le. Bon, en cas d'une 3e guerre mondiale, la base de Kamina servira de base de retranchée de l'OTAN. Vous comprenez, madame? Ok. Donc, c'est une base pas de l'OTAN, pas de nous. Donc les troupes de l'OTAN viennent avec des avions qui transportent même des chars. À la guerre de 92, je ne sais pas, nous qui étions au Katanga, on a vu des avions qui viennent avec des chars. Hein, ça faisait trembler même les maisons à l'époque. Hein. Donc en cas de 3e guerre mondiale, cette base-là servira de base retranchée de l'OTAN en Afrique centrale. Heureusement, il n'y a pas eu de 3e guerre mondiale. Bon. Ils ont su quand même gérer la situation. 2e base qu'ils ont construite la même année, c'est à Kitona, base navale, toujours de l'OTAN. Oui. De telle manière que si vous allez dans ces aéroports de Kitona et Banana, c'est vaste.
Alentejo marque la discipline est la mère des armées, tout ça. Bon, la discipline est la mère des armées. La mère des armées. Ce qui discipline les alités, soldats qui tombent le bon tabac. OK? Donc, ces deux bases-là ont été placées dans pour la défense de l'Atlantique Sud. L'Atlantique Nord, c'est les pays de l'Amérique du Nord et l'Europe. L'Atlantique Sud, c'est tous les centres de la vie en Afrique du Sud, Argentine, tout ça, c'est l'Atlantique Sud. Alors, Mobutu était une espèce de rempart de l'Atlantique Sud, entouré de pays communistes et socialisants. Et voilà, à l'époque, on avait besoin de Mobutu. Il a joué son rôle jusqu'au jour où ils l'ont abandonné comme un chiffon, après avoir servi longtemps leurs intérêts. Mais il faut, en termes de géopolitique et de politique de défense du pays, il faut que ces choses-là de l'histoire soient bien connues. Parce que si ce n'est pas connu, on patauge, on risque parfois trop, sans savoir où on va. Donc, moi, je préfère vous le dire. Alors maintenant, on a amené faux métro. On a considéré force métropolitaine, venant de Belgique, en disant que la période qui prépare l'indépendance, c'est une période trouble. De plus en plus, les rapports de la sûreté parlent de troubles. Déjà en 1953, on parle de l'indépendance, parce que nous étions en 1953. Mais parce que le plan de 30 ans 56, hein? Plan de 30 ans pour l'émancipation de l'Afrique belge, le plan de 30 56. Oui. Le manifeste du Conseil africain 56, plan quinquennal. Plan quinquennal. Plan de 49 à 59, plan 10 ans. On a dit que pour qu'il soit calme, les gens commencent à bourdonner trop, il faut construire des camps spéciaux, camps de travailleurs. Vous voyez les camps où il y a des maisons semblables dans la ville. Tous ces camps-là, on les construit dans le cadre du plan décennal. Okay. Alors, donc, en 1956, c'était Van Bilsen. Plan de 30 ans pour l'émancipation de l'Afrique belge. En 1955, qu'il a élaboré le document, mais il a été traduit en 1956. Alors, les ILEO, tout ça, ils ont fait le manifeste de conscience africaine. Oui, conscience africaine. Les gens de l'Abaco, contre le manifeste de l'Abaco. Ça, c'est 1956. Donc, les gens de l'Abaco contre le manifeste de la conscience africaine. Parce que le manifeste de conscience africaine a dit, bon, le plan de 30 ans prévoit l'indépendance dans 30 ans. Oui. 55 ou 56 plus 30, 1986, on aurait été les derniers pays de l'Afrique à être indépendants, oui, si on avait accepté ça. Les gens de la conscience africaine, les Yokami, tous ces gens-là, ils ont dit non, nous acceptons ces plans, mais nous devons collaborer à sa réalisation monétaire. Malou aussi. Hein? Malou, il était l'abbé Joseph Albert à l'époque. Oui. Donc, voilà ce qui se passe, parce que si nous mélangeons les militaires et tout ça, on ne s'en sortira pas. Nous sommes en 56. Nous sommes en 56. Donc, les faux métro, restons militaires, parce que moi je vais rester dans les discours de l'armée là. Voilà. Bon, faux métro, force métropolitaine. On a dit, comme les gens sont vraiment tumultueux là, ils font des troubles à tout moment, des conflits interethniques, Lula, Luba, Tutsi, dans l'Est du pays, eh bien, il faut préparer les troupes métropolitaines à renforcer la force publique, parce que sinon on sera débordé. Ça, c'est le rapport alarmant des services de renseignement de l'époque. Alors, faux métro, donc à Kaminara, on base les forces métropolitaines. Alors, quand il y a des troubles là, en 60, mais ces forces-là, on les a actionnées en faisant venir encore d'autres venant de l'Europe. Alors, pendant cette période, on a créé des associations culturelles, et des associations d'anciens élèves, associations d'anciens élèves de pères de Skut, hein, ASANEF, associations de frères d'écoles chrétiennes, associations de frères maristes, toutes ces associations culturelles, Fédération des Batétels de Léopoldville, Fédération de Katanga, Alliance de Bakongo. Oui. Dans cette période, on voit qu'il y a un éveil politique. Oui. Alors, le service de renseignement se renforce parce qu'il faut surveiller davantage, la nervosité augmente, les discours augmentent. Et les politiciens utilisent les soldats pour distribuer des tracts contre le pouvoir établi. C'était maintenant le rôle de la force publique. Ce n'est pas le rôle de la force publique, c'est de l'informel politique. Oui. Donc, on va dans le camp militaire, on vous invite. C'était dans l'informel. L'informel, on vous invite à l'association des Batétés de Matadi. Bon.
le jour de la réunion, dimanche, on mange, on boit quelque la Kemafumber et on se distribue quelque chose, un document de la fédération de Batete de Léopoldville ou de Matadi ou de l'Alliance de Bakongo. C'est des associations culturelles, souvent parfois créées grâce à l'inspiration comme le père Van Wing. Pour l'Abaco, c'est l'inspiration. Père Van Wing, jésuite, qui chante au grand séminaire de Magidi. Des élans de Maniel, c'est pas là. Professeur, restons toujours dans l'armée. Il faut rester dans l'armée. Alors, donc, force métropolitaine, c'est pour renforcer, venir en complémentarité. Alors, en 1959, là, avant même le 4 janvier, on a fait des manœuvres militaires. Ça veut dire tous les services de renseignement, services de l'armée, toutes les forces de l'armée, et les sûretés d'État, missionnaires, chefs d'entreprise, parce que quand vous êtes chef d'entreprise ou chef d'un poste de mission, vous devez faire rapport à la sûreté d'État. Comment vous, affaires indigènes et main-d'œuvre, n'est-ce pas? Vous devez dire que moi, toute l'année, les gens étaient gentils. Si vous avez volé la vache du prêtre, bon, vous êtes foutu parce qu'on fait rapport chez vous que vous avez volé la vache d'autrui. Donc, on a pris tous les chefs des postes de services privés et de l'État. On les testait pendant des manœuvres qu'on appelle militaires. Manœuvres militaires, c'est pour essayer de voir, en cas de difficulté, qu'est-ce que nous ferons ensemble? Est-ce que nous sommes capables de communiquer pour la... alors, plan de trouble qu'on a appliqué. En cas de trouble, qu'est-ce qu'il faut faire? Le 4 janvier, quand ça bardait, c'était plan de trouble. On dit, si c'est nous à chicoter comme à l'ordinaire, ça ne marche pas. Il faut appliquer. Donc, la mesure la plus sévère de police, c'est plan de trouble. Promenade militaire, c'est lorsqu'on va sur le terrain, on va dans une région, des gens de l'intérieur du pays font des troubles, on fait la promenade secondaire, des sommations. Que les meilleurs citoyens se retirent, on va user des forces armées. Alors, donc, si vous êtes un bon citoyen, retirez-vous, parce qu'on va user de l'arme. Alors, les plans de troubles, ça signifie qu'il y a des troubles, il faut prendre les mesures les plus fortes, et souvent il y a mort d'hommes. Les 4 janvier, vous savez, bon, on parle d'une cinquantaine de morts, mais les Abaco parlent plus de 500 morts. Et souvent, l'estimation officielle, c'est toujours plus bas que la réalité. Donc, ça, c'est vrai. Ça, c'est les chiffres, souvent, qui sont dans les archives de sûreté d'État qu'on ne peut pas nous donner, nous, les turbulents, et étudions les documents. Tous les services de renseignement à l'éveil de la colonisation, force publique, l'état-major de la force publique, et la sûreté d'État ont dit que ça ne va pas. Si on ne prend pas des mesures, le pays va bouger. Et à partir du 4 janvier, la population devenait incontrôlable. Donc, renverser des stations d'essence, brûler des bus, taper, violer, tout ça. Là, nous sommes en 59. C'est le 4 janvier. Tout ça est arrivé, c'est des choses de pillage là. Ça ne commence pas seulement ce jour-là. Déjà en 58, un match interracial, ça a failli barder déjà une année avant 59 en question. Donc, 59, l'Abaco, les leaders sont allés en prison après des troubles. Les leaders de Lumumba et consorts sont allés en prison à cause des troubles. Donc, les troubles, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'indépendance, les troubles augmentent. L'Abaco, Kassabou et ses membres ont été mis en prison parce que les meetings étaient interdits. Ils ont dit c'est que les bourgmestres, les premiers bourgmestres ont interdit, le gouverneur, si vous voulez aujourd'hui, a interdit, on ne le fait pas. Les gens ont dit, même si yo salat, yakoloba, bon, maintenant, les Kassabou vous disent, je ne peux pas désobéir à la loi, sinon on va m'arrêter. Malgré tout, il y a eu des troubles, il y a eu mort. Donc, on l'a arrêté avec tous les cadres de son parti à l'époque. Lumumba, au mois d'octobre 59, bon, on a interdit les meetings avec Sangani, même phénomène. Lui, il dit, même si c'est interdit, j'ai fait quand même les meetings. On l'a arrêté. Donc, c'est comme ça que, jusqu'à la veille de l'indépendance, à la table ronde, il sortait du Katanga de la prison pour être attendu à Bruxelles. Donc, vous voyez, alors, maintenant, comment l'indépendance est confirmée après la table ronde, janvier-février 1960, table ronde politique, au mois de mai, table ronde économique. L'indépendance, quand on a décidé que c'était le 30 juin, ça a failli barder la veille. Les Katanga voulaient faire déjà sécession la veille de la proclamation de l'indépendance. On dit, tiens, c'est le Lumumba, il a pris tous les meilleurs postes pour lui-même.
Et nous, les Katans, qui donnons 60% du budget à l'État. Mais non, les militaires, les anciens soldats de la République démocratique du Congo, quel rôle avaient-ils joué le 4 janvier 1959? Ils étaient aussi dans les désordres. Lors des répressions, ils étaient encore fidèles à l'époque. Lors de toutes les manifestations là macabres. Non, elles ne se sont pas révoltées à l'époque. Ils étaient sous le commandement belge, fidèles, loyaux. Mais à la fin de l'indépendance, on dit oui. Mais tout le monde parle de l'indépendance qui aura lieu bientôt. On a demandé à Patrice Emery Lumumba, est-ce que vous allez appeler l'indépendance, donner des grades à tout le monde? Non, il dit, c'est pas parce qu'on est indépendant qu'un caporal deviendra général. À l'époque, il était tout à fait raisonnable, non? Oui. Mais quand les troubles ont éclaté en 60, après la proclamation de l'indépendance, là, alors on dit, allez, un tel, tu prends tel grade, un tel, tel grade, terminé. Maintenant, parlons de la force publique et l'indépendance. Mais c'est de ça que nous sommes en train de parler. Alors maintenant, quand on arrive le 30 juin, c'est un jeudi, le 30 juin 1960, c'est un jeudi, proclamation de l'indépendance du Congo. Après, les soldats ont dit, mais écoute, mais l'indépendance qu'on vient d'avoir ici, c'est seulement pour les civils. Hein. Et nous, on ne parle pas de nous, pas un mot sur nous. Tout le monde croit que nous, la force publique, alors on a demandé au commandant de la force publique, au camp Léopold, camp Kokolo. Oui. Bon, au tableau, il était un tableau. Émile Janssens. Et on nous dit, mais mon général, qu'est-ce que nous on devient? Les civils sont devenus des ministres, ceux qui étaient bons, il a pris la maison du maître, et nous, rien. Qu'est-ce qu'on devient? On africanise pas le cadre de la force publique. Il a pris une craie. AI égale AI. Après l'indépendance égale avant l'indépendance. Avant l'indépendance, attendez comment il parlait là. Avant l'indépendance égale après l'indépendance. Pour les soldats, il n'y a rien de changé. Avant l'indépendance, vous avez des soldats, des officiers belges. Après l'indépendance, vous aurez encore des officiers belges. Donc, il n'y a rien de changé. Une façon de les pousser à se révolter. Et alors là, ça a éclaté. Tout le monde commençait au camp. Et on se tape, on tape. Et il y a eu des violences, beaucoup de violences entre c'est le 5 juillet 1960. Hein. C'était le 5 juillet 1960. L'indépendance, c'est le 35 jours, hein, ça a éclaté, c'était désordre. Dans tous les pays, tout le monde était fâché contre les pouvoirs. Comme ils sont comme ça. Donc nous, on a souffert pour rien. Les bénéfices de l'indépendance pour les civils, ça c'est inacceptable. Alors maintenant, pour calmer la situation, c'était devenu terrible. Hein. Terrible à recadrer. Alors après, on a fait des violences, par exemple à Kisanto. L'administrateur du territoire de Madimbara, André Rikmans, il parlait de Kintando très bien. Il a dit de toute façon, moi j'aide les autres à évacuer, fuir en Belgique, mais moi je reste parce que je parle Kintando, je suis accepté par le Congolais. Il croyait qu'il était chez lui. Il croyait qu'il était devenu Muntando. Ouais. Eh bien, on l'a pris avec son collègue blanc au pont Inkis. On les a tués, coupés en morceaux. Alors, quand nous disons que Congo là, c'est des faibles là, méfiez-vous ils l'ont tué sur. Vous voyez, quand vous venez de Manangou, le côté gauche du pont, au coin là, c'est là qu'ils les ont attrapés, tués et coupés en morceaux. Parce qu'il avait refusé de rentrer chez lui. Il voulait parler. C'est des mités de Mbazangou, des petits civils qui sont venus les tuer. Alors même des gens qui connaissaient comme des civils. Non, les autochtones de Kisanto ne l'avaient pas tué. Ce sont ceux qui sont venus. Mais ils étaient contents. Okay. Alors maintenant, la dramaturgie, c'est quoi? L'évêque de Boma va à Bruxelles, au ministère belge de la coopération. À la réception. L'évêque de Boma, là, il était belge. Non, Boma, Mukongo, non? Oui, il est Mukongo, non? Je voudrais savoir, en fait. Mais il est allé à la coopération. Souvent, il y a quand ils sont en voyage, ils voient des autorités, n'est-ce pas? Il arrive à la coopération, il trouve une dame à la réception. Bonjour, monseigneur. Tu me connais, monseigneur? Non? Je suis la veuve de Rikmans. Donc, le type qu'on a coupé un morceau, sa veuve était à la porte. Était belge ou bien? Belge, non? Ok. À la porte du ministre de la COP qui doit décider si on doit vous aider ou pas. La secrétaire, là. C'est cette dame de la mission qui a été coupée en morceaux. Bon, imaginez le traumatisme du visiteur. Il dit donc, quand j'entre pour rien,
c'est pas sûr que j'aurais une bonne réponse. Hein. Il était totalement affaibli par cette nouvelle. Donc, il s'est passé des violences. Et comme les violences ont augmenté, les troupes belges sont venues de la Belgique jusqu'à Matadi, attaquer les soldats militaires. Les soldats étaient tellement indisciplinés qu'il y a eu un affrontement et le gouvernement était dépassé. Finalement, les troupes des Nations Unies, aux États-Unis, on a dit, si on suit les procédures des Nations Unies qui sont longues, prenez des avions américains, mettez seulement ONUC. Hein? Okay. Parce que si vous négociez d'abord si on doit les autoriser ou pas, c'était américain, mais on a mis ONUC pour intervenir, pour empêcher la catastrophe. Donc, on a d'avoir des affrontements avec les bains de Santos. Donc, il y a eu l'ONUC, l'Organisation des Nations Unies au Congo, et ainsi de suite. Alors, maintenant, les troubles ont continué pendant 2 semaines au moins. Et puis, le 11 juillet, vous voyez, le 11 juillet, le Katanga fait sécession. L'État indépendant du Katanga. La province de Katanga, qui fournissait 60% du budget de l'État, fait sécession. Les cadres officiels de la sûreté de l'État belge vont au Katanga. Beaucoup d'officiers des états-majors de la force publique vont au Katanga, abandonnant pratiquement les commandements ici. Là, c'est en 61 En 60. Parce que la sécession du Katanga, c'est en 60 encore. Donc, le 11 juillet 60. Le 8 août 60, le Katanga, le sud Kasaï, c'est une province autonome. Ils ont déclaré donc une province autoproclamée, autonome. Chaque fois que vous avez un État sécessionniste avec une armée, une partie de l'armée s'en va au service d'un pouvoir. Donc, un certain moment, c'est Moulele. Moulele, c'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale du gouvernement de Lumumba. Lui, c'est dans les Kwilu. Les rébellions molélistes. Tchoumialo est rebelle dans le sud Kivu. Gizenga, Kisangani. Oui, province orientale. Donc, l'armée, il y a beaucoup de fractions armées et les militaires suivent les chefs. Donc, il y a des morceaux de l'armée. Mais le noyau dur est resté l'armée nationale congolaise. Ce qui fait qu'en 2017... L'armée loyaliste. Loyaliste, oui. L'armée de Kinshasa. Armée nationale congolaise. On l'a officiellement présenté au défilé du 17 novembre 1960, alors pour montrer que l'armée va naître et qu'elle va... Alors les Américains, comme toujours les Belges et les Français, ont aidé à ce qu'elle puisse naître au fur et à mesure et avoir pied et être une armée qui se crée quand même et qui se construit quand même. Avec l'appui des Américains principalement et l'appui des Français et des Belges. Au fil du temps, avec l'avènement des officiers supérieurs militaires congolais, comment était le fonctionnement de l'armée? Comment l'armée a-t-elle évolué? Avec maintenant nous-mêmes les nationaux, les Congolais. D'abord, le phénomène de Mobutu qui était un civil, on en fait un colonel en 60. Mais il avait fait une formation militaire. Oui, je vais bien. C'est un major comptable dans le grand Falou-Labour. Voilà. Oui. Donc, il était travaillé au service des presses. Quand on l'a laissé maintenant. Oui. Il a travaillé là-bas au service d'éducation civique et de l'armée. Il y avait alors, journal, revue de presse de la force publique. Il a travaillé là-bas. Donc, il n'était pas un homme, il était intelligent pour son âge et pour sa fonction. Okay. Alors, Mobutu a été forgé par les Américains. On lui a donné les moyens de la politique. Donc, par exemple, quand il a suspendu à l'époque les deux pouvoirs, vous savez qu'à Sabou, le 5 septembre, a révoqué son Premier ministre. Le Premier ministre, le même jour, est allé révoquer le président. Oui. Là, c'est en 1960. Le 14 septembre, Mobutu a mis fin à la récréation en révoquant les deux, mais en gardant le pouvoir pour Kassabou. Mais pour qu'il le fasse, les États-Unis ont envoyé de l'argent. Le point focal de l'argent, chef de service de renseignement, a resté de l'argent pour qu'on paye les militaires, surtout les officiers, pour qu'ils restent calmes. Parce que si vous ne faites pas ça donc ils ont appuyé Mobutu. Professeur, comment s'appelait l'armée de 1960? L'armée de 1960, c'est l'armée nationale congolaise. Okay. Alors, ça ne s'appelait plus force publique. Non, devenu, voilà, la force publique, la force publique a cessé avec l'indépendance en 60. Donc, à partir de 1960, de 1960 à 1972, ça s'appelle Armée nationale congolaise.
qui comprend à la fois l'armée et la police nationale congolaise, gendarmerie congolaise. Bon, Singaoudou Ngouanke Buntoube, là, était ministre intérieur et tout ça. La gendarmerie était occupée d'avions, même des hélicoptères, des belles motos, tout ça, bien équipés. Les Américains ont donné les moyens. Les Français ont mené entraîner, et même les premières femmes para, comme Bolingo, le général Bolingo, et toute une série de généraux. Ça, il y a une femme, ça a commencé, Mobutu lui-même est allé les accueillir. Il y en a qui étaient en Israël, il y en a qui étaient à Kotakoli, les femmes aussi dans l'armée. Quand les étudiants ont été enrôlés dans l'armée, on a envoyé des jeunes officiers embêter donner des ordres énervants aux étudiants pour qu'ils comprennent que l'armée, on ne joue pas avec, quand on a enrôlé les armées. Donc, les étudiants. Donc, il faut, à partir de 1972, on crée les forces armées zaïroises. Ok, là on parle de phase. Donc, ce n'est plus l'armée nationale comme phase. Les phases là, c'était un méli-mélo de la gendarmerie nationale et de l'armée. Même grade, mêmes avantages, mêmes obligations. En termes d'années, professeur, la force publique a cessé avec l'indépendance. On a maintenant l'armée nationale. De 60 à 72. Oui. Armée nationale congolaise. Oui. De 72 à 97, Okay. ça devient phase, forces armées du Zaïre. Alors, de 77, l'arrivée de la FDL, hein, bon, aujourd'hui, l'armée s'appelle Forces armées de la République démocratique du Congo. Merci, professeur Pamphile Mabiala, d'avoir relaté l'histoire de la marche de la force publique vers l'indépendance de la République démocratique du Congo. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retenez que la force publique a cessé avec l'indépendance pour devenir l'armée nationale. Cette armée nationale qui, au fil du temps, a gagné, a remporté des victoires. Merci, le rendez-vous est pris prochainement pour une nouvelle page d'histoire.